Loïc Hervé, on va regarder ensemble 3 unes de la presse régionale pour commencer cette émission. D'abord, la une du Midi Libre, c'est Mayotte. L'enfer à Mayotte, 4 jours après le passage meurtrier du cyclone Chido. Alors que les secours et l'aide arrivent, les Mahorais manquent d'eau et de nourriture et les épidémies menacent. La deuxième une, c'est celle de Sud-Ouest. Les ennuis commencent avec cette photo de François Bayrou à l'Assemblée nationale face aux députés. Le Premier ministre a répondu aux questions au gouvernement qui se limite pour l'instant à lui seul. Il a dû faire face aux interventions incisive des élus. Et puis la troisième une, c'est celle de l'Est républicain sur les ZFE, les zones à faible émission. C'est presque parti pour la ZFE à partir du 1er janvier 2025. Les véhicules utilitaires légers, poids lourds, bus, cars les plus polluants n'auront plus le droit de circuler dans 20 communes de la métropole du Grand Nancy. Évidemment, c'est une question qui touche aussi de nombreux territoires. Quelle une choisissez-vous ? Je vais choisir celle du Midi Libre, l'enfer à Mayotte, évidemment. Je vais vous dire pourquoi. C'est le 101e département français. Mayotte était français avant même que la Savoie et la Haute-Savoie ne rejoignent la communauté nationale sous Napoléon III. Et ce qui s'est passé dans ce département est épouvantable. Il se trouve que j'ai quelques contacts sur place qui me donnent des nouvelles plus régulièrement que ce qu'on peut voir dans les médias. C'est une catastrophe très importante. Et je pense que les jours qui viennent vont nous permettre de nous rendre compte des conséquences que ça a, d'avoir 80% des logements détruits, l'essentiel des services publics qui sont dysfonctionnels. Qu'est-ce qu'ils vous racontent de la situation sur place, vos contacts ? Les vraies préoccupations sont justement dans les conséquences, c'est-à-dire les risques d'épidémie, le manque d'eau potable, et puis la nécessité, voilà, on est en zone tropicale, et donc il pleut. Et donc, il est nécessaire de mettre les gens à l'abri. Et donc, il faut du temps pour emmener un certain nombre de personnes ou de moyens de la Réunion vers Mamoudzou, donc la capitale de Mayotte. Et donc, c'est une préoccupation très importante. Donc, je comprends à cet égard, évidemment, l'émotion, mais qui ne va être que croissante, puisqu'on va rentrer dans l'après-ouragan et dans les conséquences et dans la nécessité de reconstruction. Donc, le Premier ministre a annoncé à l'Assemblée nationale notamment la nécessité de reconstruire très vite. Mais c'est très vite, c'est très vite en réalité qu'il faut... Il a lancé un appel à projet, il a nommé un délégué interministériel. Est-ce que pour vous, cette crise est bien gérée par l'État ? Elle est gérée avec, entre guillemets, les moyens qui sont les nôtres dans l'océan Indien, avec des moyens qui sont à La Réunion, je le disais, mais sans doute la nécessité aussi, et je crois que c'est un des sujets qu'il faut qu'on aborde, de la solidarité internationale. Il n'y a pas de honte à demander à ce que dans le secteur, on ait capacité à avoir besoin des moyens internationaux. Ça a été le cas quand il y a eu la tempête en Espagne, les inondations en Espagne. On peut tout à fait avoir besoin des pays voisins et des grandes puissances qui sont dans l'océan Indien pour faire face à l'urgence, là, maintenant, et à la reconstruction dans les mois qui viennent. Pendant la réunion de crise, lundi soir, François Bayrou était au conseil municipal de Pau. Il a fait cette réunion en visio. Est-ce que pour vous, c'est une faute politique de se rendre à Pau dans un avion de la République française en pleine crise à Mayotte ? Alors j'entends la polémique, évidemment. La situation, et je viens de le dire, à Mayotte est catastrophique et on attend des responsables politiques, président de la République, Premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre des Outre-mer, 2 collègues sénateurs, ministres qui se sont rendus sur place et qui sont en train de revenir ou qui sont déjà revenus. En même temps, François Bayrou est le 4e Premier ministre de l'année 2024. C'est quelqu'un qui est très attaché à son territoire, comme moi je peux l'être vis-à-vis de la Haute-Savoie. Et donc, je peux comprendre aussi le besoin qu'il éprouve de ne pas couper avec son territoire d'origine. Je sais que c'est difficile à entendre, ça a été même très critiqué à l'Assemblée nationale, mais ici au Sénat, on entend aussi ce besoin d'avoir des élus qui restent très attachés. Vous l'avez trouvé convaincant dans ses explications quand il dit vous comprenez pas, vous sentez pas le terrain, c'est la déconnexion entre la vie de la province et les cercles de pouvoir parisiens. Écoutez, l'affaire est faite, il est allé présider son conseil municipal à Pau. Ouais. Mais est-ce que vous dites là, c'est lui qui l'a pas senti, il aurait pas dû y aller ? Étant donné la polémique qui fait suite à ça dans les heures qui viennent, je pense qu'il doit regretter quelque part d'avoir peut-être pas décalé son conseil municipal à la semaine prochaine ou de ne pas avoir demandé à son premier adjoint de présider comme ça peut se faire. Voilà. Mais moi qui fais aussi les allers-retours entre la Haute-Savoie et Paris toutes les semaines, je suis pas un Parisien moi. Donc j'arrive à comprendre que cet attachement qu'on a à son territoire, non pas seulement d'origine mais de vie,
sur quelque chose d'important pour lui. Je sais que dans Vous la avez période... l'impression qu'il a enfilé le costume de Premier ministre? En tout cas, moi qui le connais depuis 26 ans, il va falloir qu'on s'habitue aussi à une personnalité totalement différente d'Elisabeth Borne, de Gabriel Attal ou de Michel Barnier. François Bayrou, il aura son style aussi. Donc ça prend du temps. C'est sûr que visiblement, il y a des... Voilà, on est dans les débuts. À lui de prouver aussi qu'il est pleinement en capacité. Il va proposer son gouvernement en nomination au président de la République. Il va aller à Mayotte dans les jours qui viennent. À lui de montrer qu'il est à la hauteur de cette fonction importante. On revient au gouvernement dans quelques secondes, mais un dernier mot sur Mayotte, puisque Bruno Retailleau, hier, a fait un tweet pour dire qu'on ne pourra pas reconstruire Mayotte sans traiter avec la plus grande détermination la question migratoire. Est-ce qu'il a raison pour vous? Bien sûr qu'il a raison. La situation de l'immigration en France est une chose. Voilà, il y a sans doute des mesures à prendre de maîtrise des flux migratoires en lien avec nos partenaires européens, etc. Là, ça n'a rien à voir. Mayotte est dans un archipel qui est l'archipel historique des Comores. Mayotte a voté le fait, par référendum, de rester un département français, enfin un territoire français, puis maintenant un département. Et énormément de personnes des Comores viennent vers Mayotte, toujours aujourd'hui, et émigrent vers le territoire français comme un Eldorado. C'est une situation qui crée des difficultés considérables en termes de démographie, en termes de pauvreté, en termes de cohésion sociale. Et il faut prendre c'est pas pour rien qu'on a pris même des dérogations en termes de droit du sol à Mayotte. Mais on a le même problème en Guyane. Hein. Donc il faut vraiment traiter ce problème avec humanisme, c'est évident, mais avec pragmatisme, parce que la réalité mahoraise est une réalité. Vous savez qu'à Mayotte, les scores de Marine Le Pen ont été très élevés. Alors soyons un peu dignes, un peu respectueux de ce que vivent les Mahorais, et prenons la situation avec responsabilité. Donc moi, il n'y a pas de tabou sur cette question de l'immigration à Mayotte. Ce que vit Mayotte est très grave, et on doit être aux côtés des Mahorais, nos compatriotes, pour faire face à cette situation-là. On va parler justement de la formation du gouvernement. François Bayrou, qui a commencé ses consultations, l'indique, il les poursuit aujourd'hui. L'objectif, c'est de trouver un accord de non-censure. C'est pas gagné, si on écoute la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, Cyrielle Châtelain, hier à la sortie de sa réunion avec le Premier ministre. Nous avions face à nous un Premier ministre qu'on a vu peu à peu paver le chemin vers sa propre censure. Il n'a su répondre clairement à aucune de nos questions. Aucune. Quand vous entendez ça, vous croyez encore à un accord de non-censure? Je crois que c'est la responsabilité des parlementaires dans ce pays. Nous sommes une démocratie parlementaire. Et c'est au Parlement, et en particulier à nos collègues députés, de construire les voies et moyens de donner un budget au pays, de donner un budget de la sécurité sociale au pays, et d'avoir une stabilité gouvernementale. Et cette espèce de partie de balle-trappe, où chacun y va de sa ligne rouge, chacun y va de son piège vis-à-vis de l'exécutif naissant, qui est celui conduit par François Bayrou, je trouve ça irresponsable. Et je le dis en homme du centre-droit, c'est-à-dire comme quelqu'un qui croit vraiment à la possibilité même temporairement, de transgresser ou de passer outre certains clivages. Je crois que c'est Michel Barnier essaye de le construire. On sait ce que c'est devenu, malheureusement, puisque c'était censuré par les mêmes personnes qui se plaignent de la situation. Je pense que François Bayrou doit essayer, autant qu'il le fera, sa culture même, qui est la même que la mienne, fera en sorte qu'il essaiera aussi de construire les voies et moyens de pouvoir gouverner la France pendant quelques mois. Je crois que c'est la responsabilité qui lui est confiée. Mais vous pensez qu'on peut réussir à faire travailler ensemble socialistes, écologistes et LR? Mais c'est pas où les lignes rouges sont trop antagonistes. On doit le faire dans l'intérêt du pays. Enfin, vous voyez la situation internationale, vous voyez la crise à Mayotte, vous voyez les choses que auxquelles nous devons faire face. La responsabilité des élus politiques, c'est de s'entendre, de mettre leur querelle de côté. Nous avons un nouveau Premier ministre depuis maintenant quelques jours. Eh bien, que chacun, hommes et femmes de bonne volonté, porte les concessions nécessaires pour qu'on arrive à quelque chose dans l'intérêt du pays. Sinon, le risque, vous savez ce que c'est?
c'est le RN au pouvoir dans quelques mois. Et ça, moi, je ne veux pas en entendre parler. Quelles peuvent être les concessions? Est-ce qu'il faut revenir sur la réforme des retraites? Est-ce qu'il faut renoncer à une loi immigration? Qu'est-ce qu'il faut faire? Sur la question de la réforme des retraites, je pense que la question de la réunion d'une conférence sociale sur le financement des retraites est une question essentielle. 44% de la dette souscrite depuis 2017, c'est le déficit des régimes de retraite. C'est plus de 300 milliards d'euros, c'est considérable. Donc on a toujours, malgré la réforme, une question de financement des retraites. Et sur les questions migratoires, voilà, faut arrêter d'aborder ce sujet comme une espèce de tabou. On a le droit, au Parlement français, à l'Assemblée et au Sénat, d'aborder les sujets d'immigration et de démographie, notamment dans le domaine de la vie, de la société, y compris dans le domaine du travail. C'est pas interdit d'aborder ces sujets-là. On l'a fait au Sénat avec responsabilité. Faisons-le calmement et sans acrimonie. On va parler d'un autre sujet, un sujet que François Bayrou a remis sur la table, c'est la question du non-cumul des mandats pour les parlementaires, ce qui ne fait pas que des heureux, y compris dans son camp. Alors quelles sont les règles actuelles du cumul des mandats? On fait le point avec Lorraine Barrière. Bonjour Lorraine. Bonjour Ariane, bonjour sénateur. Bonjour. Et le débat a donc été relancé en début de semaine par François Bayrou, le Premier ministre et maire de Pau, qui s'est dit favorable à un retour du cumul des mandats, une pratique interdite depuis 2014. Oui, en effet, depuis la promulgation de 2 lois, l'une pour les députés et les sénateurs, l'autre pour les députés européens. Alors, qu'en est-il? Eh bien, il est interdit aux parlementaires de cumuler leur mandat avec un mandat de député au Parlement européen déjà, mais aussi un mandat de parlementaire de l'autre chambre, c'est-à-dire qu'un sénateur ne peut pas être sénateur et député, il ne peut pas non plus être maire en même temps, il ne peut pas non plus être président ou vice-président d'un conseil départemental, régional ou de toute autre collectivité territoriale. Le cumul des mandats est aussi limité numériquement, c'est-à-dire qu'un député peut être conseiller départemental, mais un député ne peut pas être conseiller départemental et conseiller régional, pas plus d'un mandat. Enfin, le parlementaire ne peut pas exercer certaines fonctions, à savoir être membre du gouvernement ou encore membre, par exemple, du Conseil constitutionnel. En cas de cumul, c'est le dernier mandat qui subsiste. À noter tout de même que les ministres peuvent rester maires, mais dans les faits, plusieurs chefs de gouvernement ont démissionné, comme Jean Castex ou encore Édouard Philippe. Et l'idée de réintroduire le cumul des mandats, c'est pas du goût de tous. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Regardez, écoutez la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Moi, je suis contre le cumul des mandats. Je considère que lorsqu'on exerce une fonction, on doit l'exercer à plein temps. Moi, aujourd'hui, je suis présidente de l'Assemblée nationale à plein temps. Je suis une élue locale aussi, mais je suis simple conseillère municipale. Je n'exerce pas de fonctions dans ma mairie, des fonctions exécutives. Et au PS et chez les Insoumis, on est plus catégorique, on peut le dire, et le contexte politique n'est pas éludé. Écoutez. Cette obsession pour le cumul des mandats ne peut pas être une priorité pour les Françaises et les Français. Et qu'aujourd'hui, la question, c'est la question du pouvoir d'achat, de l'accès aux soins, de l'hôpital public, de l'école, tous ces sujets qui sont des sujets majeurs et qu'il faut traiter prioritairement. Et la priorité aujourd'hui, c'est Mayotte, parce que effectivement, c'est le territoire français qui souffre. Nous sommes absolument contre le cumul des mandats et nous sommes contre le retour d'une France des notables. Voilà. Et c'est exactement ce qui se préfigure. Alors peut-être qu'après tout, M. Bayrou croit tellement peu à la survie de son gouvernement qu'il veut ménager ses arrières. C'est peut-être aussi une possibilité. Alors, bonne ou mauvaise idée, ce retour du cumul des mandats? Ce que je peux vous dire, Oriane, c'est qu'en mai dernier, dans le rapport sur la décentralisation commandé par Emmanuel Macron et rédigé par le député Éric Woerth, il préconisait le retour du cumul des mandats. Je cite, « Il n'y a pas d'un côté les collectivités qui se gèrent et de l'autre les députés et les sénateurs qui votent la loi ». Le débat avait donc été relancé une énième fois et la proposition saluée par Édouard Philippe, par le parti Horizon et aussi par le macroniste Carl Olive. Du côté du MoDem, parti présidé par François Bayrou, je le rappelle, il y a des dissidences, des pour, plutôt les maires des petites communes, et des contre, des très contre même, pour qui le cumul relève du clientélisme et qui considèrent impossible de faire les deux correctement en même temps. Loïc Hervé, sénateur, réintroduire le cumul des mandats, bonne ou mauvaise idée ? Les conséquences de la fin du cumul des mandats et de la suppression de la réserve parlementaire, pour nous, parlementaires, j'ai été un sénateur maire et un sénateur président d'intercommunalité pendant 3 ans. Ça a eu pour conséquence d'éloigner encore plus les législateurs des réalités locales. Je m'explique. Vous avez 925 parlementaires, aujourd'hui en France, il n'y a plus aucun maire.
Donc ça veut dire que je prends l'interdiction dans l'autre sens. Vous interdisez à des parlementaires d'exercer des fonctions exécutives locales. Donc vous leur interdisez quelque part d'avoir une proximité réelle de ce qui se vit sur le terrain. Je suis conseiller municipal de ma commune et le non-cumul des mandats me permet de consacrer l'essentiel de mon temps à ma fonction de parlementaire, de sénateur, de vice-président du Sénat. Ça, c'est un fait. Mais j'ai été maire, donc j'ai encore cette culture-là. Demain, si vous avez un Parlement où il n'y a plus aucun élu qui aura eu cette connaissance réelle, vous savez, le président du Sénat, il parle des maires qui sont à portée d'engueulade. Cette nécessité-là, vous êtes plus facilement proche des Français par nécessité, parce que vous êtes tenu par un mandat local, que par effort, parce que vous vous dites « je suis sénateur et je vais au contact, je vais sur le marché, etc. » Donc moi, je crois qu'il y a nécessité de revoir cette question-là. Et puis il y a un dernier point que je voudrais aborder qui est très important, c'est que ça nous a coupé de l'État local. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les préfets ont du mal avec les fonctions des parlementaires, les députés, les sénateurs. Autrefois, c'était des élus locaux qui étaient aussi au Parlement. Et maintenant, on a une espèce de coupure qui s'est faite entre les parlementaires et l'État local, si bien que les parlementaires, on les traite un peu avec une forme d'ambiguïté. On ne sait pas trop où les mettre, ils ne sont pas financeurs, ils sont plus élus locaux. Donc, il y a même une logique parfois dans certains départements, et je parle notamment du mien, presque une logique d'effacement. C'est-à-dire que le préfet, il va discuter avec ceux avec lesquels la relation est plus facile. Donc le président du conseil départemental, les présidents des agglos ou des communautés de communes. Donc on a une vraie difficulté pour l'exercice local du mandat parlementaire. Et ça, c'est très grave pour la démocratie. Donc moi, je pense que ce débat est nécessaire. D'une part, je voterai s'il y a rétablissement du cumul des mandats, mais pour ma part, je ne chercherai pas à redevenir maire de ma commune, parce que j'ai trouvé aussi, et c'est paradoxal peut-être, mais une forme d'équilibre en étant ancien maire, en étant très présent sur le terrain, et en étant aussi complètement libre de mon agenda à Paris. Et le cas François Bayrou, Premier ministre et maire de Pau, 2 missions, 2 mandats, est-ce que ça c'est tenable? Moi je pense que dans l'exercice des mandats, des fonctions ministérielles, il faudrait mettre entre parenthèses, alors je ne sais pas si c'est par la démission, mais en tout cas par la possibilité d'avoir peut-être le premier adjoint ou le premier vice-président du conseil départemental, quand c'est le cas, parce que Sébastien Lecornu a été longtemps président de son département dans l'Eure, qu'on ait la possibilité de mettre entre parenthèses la présidence de l'exécutif local. Vous voyez la situation que nous connaissons, Mayotte en particulier, mais la situation politique en général, fait que je pense que le Premier ministre ou les ministres doivent être à temps complet à Paris. Nous avons à Paris, ou dans leurs fonctions ministérielles, à Paris et dans le pays. Mais cette possibilité qu'existe au Parlement de retrouver ensuite ces fonctions me paraissent tout à fait opportunes. Et l'interdiction n'existe pas. Elle avait été votée dans une loi, proposition de loi ou projet de loi à l'Assemblée nationale en 2017. Je pense qu'une mise en parenthèse des mandats locaux des ministres et du Premier ministre serait tout à fait intelligente. Et à ceux qui dénoncent un sens des priorités erronées de la part de François Bayrou, avec ce débat relancé sur le non-cumul des mandats, qu'est-ce que vous leur répondez ? Je redis que Michel Barnier et François Bayrou sont l'un savoyard, l'autre béarnais, que la force et je le dis parce que je suis moi-même un montagnard et un haut-savoyard, que l'attachement du Premier ministre à son territoire d'origine, à son territoire de vie, là où vit sa famille, c'est fondamental pour la République. La République ne se limite pas à 4 ou 5 arrondissements à Paris. Malgré la crise à Mayotte, donc ? D'autant plus, le lien que vous avez avec votre territoire. Je sais que Michel Barnier a fait beaucoup de déplacements dans le pays. J'imagine que François Bayrou en fera tout autant. Le lien avec le pays, je vous le redis, c'est fondamental. Je le dis en tant que sénateur, à force de croire qu'il n'y a que le quadrilatère doré à Paris, là où sont l'essentiel des pouvoirs de la République, c'est une illusion qui nous met dans le mur. Et quelque part, le cumul des mandats, l'interdiction du cumul des mandats n'a fait qu'accroître cette déconnexion. Et je vous le dis, je sais que c'est compliqué de le dire, mais j'y crois vraiment. La France n'est pas un pays fédéral, la France est un pays unitaire. Donc dans le cas d'un pays unitaire, vous avez intérêt à garantir l'ancrage local des dirigeants de ce pays, faute de quoi on ira encore... Donc une priorité pour vous ?
finalement, cette annonce? C'est dans la période où nous allons revoir la question de l'organisation des pouvoirs, une question qui doit être débattue à nouveau. Merci Lorraine, à tout à l'heure. À tout à l'heure. On va dire un petit mot juste sur la loi spéciale, puisque vous allez l'examiner cet après-midi. Et même la voter. A priori, la voter. Voilà, le suspense est assez mince. Juste, il y a un petit débat lancé par la gauche sur le fait qu'il aurait fallu que l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu figure dans cette loi. Vous comprenez leurs arguments ? Oui, enfin, si on en est dans la situation dans laquelle on est, c'est aussi de leur faute. Le PLFSS aurait pu être voté, il avait été voté, il avait fait l'objet d'un compromis en commission mixte paritaire, ce qui n'était pas arrivé depuis plusieurs dizaines d'années, et on aurait pu avoir le vote du PLFSS et le vote du projet de loi de finances. Donc bon, voilà, toujours pareil d'avoir ce paradoxe. En tout état de cause, votons cette loi spéciale, reprenons vite les débats budgétaires, si possible là où nous les avons laissés, et voyons, le cas échéant, avec une loi, un projet de loi rectificatif dans l'année 2025, les modifications qui doivent intervenir. C'est vrai que c'est fâcheux d'avoir un certain nombre de foyers qui vont se trouver imposables ou qui verront leur imposition augmenter au moment où on parle de pouvoir d'achat. Donc il y a un paradoxe à régler, c'est le rôle des parlementaires de trouver à le faire, mais ce n'est pas possible de le faire dans le cadre de la loi spéciale. Le Conseil d'État y est opposé et les présidents de chambre, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, ont déclaré ces amendements irrecevables. C'est la responsabilité de Mme Braun-Pivet et du président Larcher d'avoir déclaré ces amendements irrecevables, et donc nous aurons le débat en 2025. Les censeurs en ont décidé ainsi. Allez, on va, pour terminer, sur votre territoire. On va à Annecy. On retrouve Julien Estrangin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Julien, directeur des éditions du Dauphiné libéré en Savoie et en Haute-Savoie. Julien, on va parler avec vous du tunnel du Mont-Blanc. Oui, le tunnel du Mont-Blanc qui a rouvert lundi après 105 jours de travaux pour refaire la voûte. C'est un axe majeur de la circulation avec l'Italie. Est-ce que vous pensez, Loïc Hervé, bonjour, que ce genre d'équipement est toujours adapté à nos besoins, à la fois en termes de communication avec l'Italie et puis évidemment avec toutes les questions d'environnement et de pollution que ça recouvre dans la vallée de l'Arve que vous connaissez parfaitement bien? Bonjour Julien Estrangin. Question importante. On mesure l'importance du tunnel du Mont-Blanc quand il est fermé. C'est-à-dire que nos liens avec nos frères italiens et valdôtains est interrompu. Et comme vous savez que j'habite dans la vallée de l'Arve et que c'est une terre d'immigration italienne et que nos liens sont très importants, je disais même fraternels avec nos voisins, quand le tunnel est fermé, c'est un drame pour une partie ou si ce n'est toute la Haute-Savoie. Donc oui, c'est une infrastructure importante, insuffisante, et c'est la raison pour laquelle je suis un défenseur depuis toujours du Lyon-Turin, puisqu'il faut absolument que pour le fret comme pour les passagers, nous ayons des liens beaucoup plus importants au travers des Alpes pour relier des régions qui sont très proches culturellement, mais qui sont surtout très proches économiquement, puisque vous avez de part et d'autre du massif du Mont-Blanc, de la chaîne des Alpes, des économies industrielles en particulier, qui sont très importantes, donc, et qui sont très liées en fait avec nos voisins italiens. Donc, ce sont des infrastructures qu'il faut évidemment entretenir, mettre aux normes, parce qu'évidemment, suite au drame du tunnel du Mont-Blanc, il est nécessaire qu'on ait régulièrement des travaux de maintenance qui soient faits, mais il faut vraiment que l'infrastructure plus au sud, qui est celle du Lyon-Turin, puisse se construire. Et puis vous savez qu'il y a aussi le Lyon-Turin qui est le tube principal, mais aussi à l'ouest et à l'est, en France et en Italie, la possibilité de raccorder les voies ferrées vers le Lyon-Turin, qui sont des travaux importants et des décisions très importantes ont été prises ces derniers mois pour que les accès au Lyon-Turin soient réalisés rapidement. Et je me réjouis que des engagements puissent être faits. Vous savez, quand on parle de dette et de finances publiques, moi, ça ne me choque pas du tout qu'on fasse de la dette publique pour financer des grands investissements européens. C'est le plus grand chantier à l'échelle européenne actuellement en cours. Et donc, moi, je suis très fier que les territoires de Savoie aient cette connexion nouvelle avec l'Italie qui se fasse et qui soit actuellement en cours de travaux.
Merci Julien Estrangin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On regarde la une du Dauphiné dans son édition d'Annecy, la vôtre. Loïc Hervé, Grotte Chauvet, il y a 30 ans, la découverte d'un trésor en Ardèche. Merci beaucoup Julien Estrangin et merci beaucoup Loïc Hervé. Merci. Bonne fête. Merci d'avoir été avec nous dans 20 minutes. Et bonne fête à vos téléspectateurs de Public Sénat. Également, dans 20 minutes dans le club, on parlera des premiers pas de François Bayrou au Parlement et on reviendra sur la situation à Mayotte. On va en parler tout de suite avec notre invitée, la secrétaire nationale des écologistes, Marine Tondelier, nous rejoint.